avec Claudine, nous nous sommes connus il y a il y a même plus que 40 ans, au cabinet de Gabriel Palaise à la PHP, toi conseillère technique et moi adjointe de la DIRCOM, d'ailleurs adjointe de Béatrice CTV qui est là, voilà. Donc nous nous retrouvons ici ce matin. Tu as abandonné ton travail comme conseillère au tribunal administratif après avoir démarré ta carrière comme avocate au barreau de Paris. Ce n'était que le début d'une magnifique carrière dédiée au droit de la santé, dont il n'est pas du tout exagéré de dire que tu l'as fondée, et qui t'a vu successivement prendre la direction générale de la Ligue nationale contre le cancer, créer le centre de droit jury santé, en parallèle de ton activité de professeur des universités à René Descartes en droit médical et en bioéthique. Bosseuse infatigable, tu as beaucoup publié et continues à le faire avec constance. Tu as publié sur l'organisation hospitalière, la relation soignant-soigné, la responsabilité médicale, le secret professionnel, la bioéthique, sans compter le cours d'Alloz ou la direction scientifique du traité de droit hospitalier. Régulièrement, quand je propose à Claudine une activité un peu extra-professionnelle, elle est dans son Dalloz. Au cours de ces 10 dernières années, tu as été vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer. Tu as présidé la Fondation Santé Service, celle du comité éthique de l'hôpital américain et celui éthique et cancer. Enfin, tu es membre de l'Académie de médecine où tu es très active dans des groupes de travail, dans le comité déontologique et le comité éthique. Notre sujet de réflexion aujourd'hui avec toi, celui de l'ouverture du droit de l'aide active à mourir sous la forme de suicide assisté ou de l'euthanasie, sans fracturer la société, personne mieux que toi ne saurait en parler. Je sais que tu es très souvent sollicité pour évoquer ce sujet, pour lequel tu as écrit une tribune dans Le Monde en février dernier. Il est urgent d'y réfléchir, à l'heure où le président de la République annonce une loi pour la fin de l'été sur le libre choix de la fin de vie et d'assurer un accès universel aux soins palliatifs en France. Cela après que la Convention citoyenne se soit prononcée pour une évolution de la loi Claes-Leonetti avec des nuances importantes reflétant la complexité, la délicatesse de ce sujet si intime, si personnel, mais qui est aussi un sujet sociétal. Comment surmonter l'ensemble des dilemmes éthiques et médicaux, des enjeux juridiques? Comment trouver un chemin d'équilibre face à cette question essentielle? Qui doit faire le geste? Dans quelles conditions de précaution éthique? Merci Claudine de nous éclairer. Merci Marie-Hélène pour ces propos introductifs. Alors vous m'avez demandé de parler de la fin de vie. C'est un sujet qui n'est pas très attractif évidemment, mais en même temps, à mon avis, c'est un sujet que nous devons tous connaître et sur lequel nous devons tous réfléchir, quel que soit notre âge. Moi j'ai toujours dit à mes étudiants de 20, 22, 23 ans que c'est un sujet à connaître, même quand on est très jeune, savoir comment ça se passe, les dispositions que nous avons en France, et puis pouvoir, sa vie entière, finalement, y réfléchir. On le disait en introduction, c'est un événement auquel personne n'échappe, de toute évidence. Donc, il faut le connaître et il faut y réfléchir. Alors, je vais vous expliquer les dispositions que nous avons en France à ce jour. Bien entendu, ensuite, je vous expliquerai leur application ou leur non-application. Je vous expliquerai les questions qui se posent à ce jour. Je ferai référence à quelques pays étrangers, parce que je crois que la comparaison est tout à fait essentielle. Et puis ensuite, je vous indiquerai les grandes lignes du projet de loi qui se profile à l'horizon. Et c'est évidemment une question très nouvelle, puisque ces premières annonces datent de la semaine dernière, d'il y a quelques jours, avec Madame Firmin Lebaudot, notre ministre des Professions de Santé. Alors, je vous indique tout de suite que je parle en mon nom personnel. L'Académie de médecine, et je fais partie de son comité d'éthique, donc on y a beaucoup travaillé, mais l'Académie de médecine n'a pas encore pris position. Donc je ne m'exprime pas au nom de l'Académie, j'y tiens beaucoup, mais je m'exprime en mon nom personnel. Alors avant de vous expliquer les dispositions que nous avons en ce moment actuellement en France, je vais d'abord faire quelques considérations générales sur le sujet, ça me paraît très important.
La première considération, il est évident que c'est un sujet clivant. C'est un sujet qui provoque souvent des postures un peu d'agressivité, ce qu'on appelle l'éthique de conviction, c'est-à-dire des positions irréductibles pour différentes raisons, soit des raisons très personnelles, soit des raisons religieuses, soit des raisons professionnelles. Donc je pense que quand on aborde ce sujet, surtout dans une période calme comme au jour d'aujourd'hui, où il n'y a pas sur le sujet d'affaires trop médiatisées, il faut avoir une posture d'humilité, d'écoute de l'autre, vraiment de discussion absolue en écoutant l'autre. Ça me paraît très important. C'est un sujet qui entraîne des tensions de valeurs éthiques. Vous avez des valeurs éthiques en opposition sur ce sujet. Et de ce fait, c'est un sujet clivant. Et ça, je l'ai constaté dans toutes les instances dans lesquelles j'ai siégé ces derniers mois et qui portaient sur ce sujet-là. Les discussions, souvent, ne sont pas faciles. Et avant d'aboutir à une position, le consensus est très difficile et les discussions sont très souvent crispées, difficiles, vives. Donc voilà, ça c'est une première considération. Alors la deuxième considération, qui est importante aussi, c'est un sujet évolutif. Au jour d'aujourd'hui, je me porte à peu près bien, j'ai telle position sur ce que je voudrais pour ma fin de vie. Mais quand je vais arriver, quand je vais parcourir les quelques années qui me restent, quand j'arriverai à un état de santé beaucoup plus difficile, probablement j'évoluerai et je n'aurai pas la même vision. Donc, il faut savoir que c'est un sujet à titre personnel sur lequel on doit pouvoir évoluer et on évolue automatiquement. Ça, c'est une deuxième considération. La troisième considération, c'est un sujet très personnel parce que on a tous, les uns et les autres, eu affaire à un deuil. Je crois que ça n'épargne personne. Et bon, si le décès d'un être cher s'est bien passé, on a tendance à dire, eh bien finalement, ça se passe bien, on ne modifie rien aux dispositions qui existent. Si au contraire ça s'est mal passé, on a tendance à dire « Ah non, ça ne va pas, il faudrait aller plus loin, les lois actuelles ne conviennent pas ». Donc, vous voyez, c'est aussi un sujet sur lequel ce qui nous est arrivé en la matière a un impact considérable. Et puis, la dernière considération, alors elle me paraît tout à fait essentielle, c'est que, bien plus que toute loi, ce qui compte en matière de fin de vie, c'est l'accompagnement, c'est la main tendue, c'est ne pas être seul. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de mourir dans la solitude. On l'a vu malheureusement à propos du confinement, où on a eu des personnes âgées en maison de retraite, en EHPAD, qui sont mortes toutes seules et ne comprenant pas pourquoi elles n'avaient plus la visite de leurs proches. Et la solitude est terrible dans ce contexte-là, et je crois que mourir seul, c'est la pire des choses. Et l'accompagnement, donc, est essentiel. Mais il est évident qu'aucune loi ne remplace l'accompagnement. Et que c'est une question de main tendue, de société, et de connaissance de l'autre, et d'attention vers l'autre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour démarrer. Vous voyez quelques considérations qui me paraissent vraiment caractériser le sujet que nous traitons ce matin. Alors déjà, je vais vous expliquer les dispositions qui existent en la matière dans notre pays à ce jour. Il faut savoir que la relation, et vous l'avez sûrement tous constaté ou connu, la relation entre une personne qui est soignée et un soignant, que ce soit le médecin ou l'infirmière, etc., le professionnel de santé, elle a considérablement évolué depuis environ une cinquantaine d'années. On parlait autrefois, dans les années 70, après la guerre, disons, 70-80, on parlait toujours de paternalisme médical. Le médecin savait, la personne soignée ne savait pas. Il y a même une expression célèbre de l'époque disant la personne soignée, c'est un infance, un nouveau-né qu'il faut surtout protéger, qu'il ne sache rien. On ne disait rien en la matière. En cas de diagnostic vital, on ne disait pas. Et puis, l'origine de l'évolution, et elle est évidemment intéressante et essentielle, c'est l'apparition du virus du sida, le HIV, parce que c'est les années 80, 1980-1985,
Ce virus, lorsqu'il est apparu, si vous vous souvenez, il concernait une population de malades, disons jeunes, artistes, et ayant un niveau, disons un niveau social tout de même assez élevé, venant notamment des États-Unis. Et étant donné que le virus était contaminant, quand un patient était atteint, était positif, eh bien, il fallait lui annoncer, il fallait lui dire. Et on savait pertinemment à l'époque qu'il n'y avait pas de traitement pour cela, et on voyait autour de soi des décès, malheureusement, de ce fait. Et donc, la communauté sanitaire, la communauté médicale, a été obligée, à partir de là, à travailler et à réfléchir à une autre manière d'envisager la relation entre le patient et son soignant. C'est-à-dire à parler beaucoup plus, à dire la réalité, à expliquer la suite. Et ça, c'est le point de départ d'une évolution majeure. Donc je suis dans les années 80-85. Alors, les années ont passé, la maladie, bon, vous avez tous connu les suites de cette maladie avec des découvertes scientifiques magnifiques. Et on arrive à la fin des années du siècle dernier, et la cancérologie a joué un rôle très important dans les années 95-2000, notamment la Ligue contre le cancer, qui, à l'époque, et c'était un événement important, remarquable, remarqué, à l'époque, c'était Bernard Kouchner qui était ministre de la Santé et qui, il faut le reconnaître, a joué un rôle considérable dans cette évolution. Alors, la Ligue contre le cancer avait organisé, je crois que c'était dans les années 97-98, ce qu'on a appelé les États généraux du cancer. C'était une manifestation au plan national qui a commencé par des forums régionaux dans tous les départements français avec les comités départementaux de la Ligue qui réunissaient des personnes malades, des familles, des proches, des soignants et tout le monde réfléchissait à ce que l'on appelle la relation avec le soignant. Vous voyez, on est au cœur du sujet. Et cela s'est terminé en 1998 par des états généraux au plan national, c'était au Palais des Congrès, à Paris, une journée entière. Moi, j'y suis allée, mais c'était étonnant. C'était plus de 2000 personnes qui s'étaient ainsi réunies. Ça n'était évidemment jamais arrivé. Personnes malades, soignants, et dans le ministre est resté toute la journée. Et il en est ressorti une série de revendications qui vraiment ont été majeures pour les années suivantes. Alors les revendications, vous vous en doutez, c'était des diagnostics très mal annoncés, un corps médical ne donnant pas les informations qu'il fallait, et puis le non-accès au dossier médical. À l'époque, on n'avait pas accès à son dossier médical, c'était par l'intermédiaire d'un médecin traitant, donc un accès indirect, une série de revendications, et se greffaient là-dessus en plus certains sinistres médicaux, des accidents thérapeutiques qui étaient apparus dans ces années-là importants, dont le règlement mettait des années, et puis il y avait des difficultés, disons, jurisprudentielles à la clé. Donc vous voyez une série de revendications qui ont été majeures, qui ont été publiées. Les pouvoirs publics ont suivi sur ce plan en organisant à leur tour des forums, le même style de manifestation. Et tout cela a abouti à un texte majeur qui est une loi du 4 mars 2002, loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé. Alors on a fêté ces 20 ans en mars 2023, enfin 20 à peu près, 2022, mais les manifestations se sont prolongées pendant une année. Texte majeur qui a transformé, je crois qu'on peut le dire, vraiment, qui a transformé la relation entre la personne soignée et le soignant. Alors les mesures principales à l'époque ont été l'accent mis sur l'information du patient, l'information effective du patient sur les risques, sur la prévention, sur une série de points. Une information la plus objective possible, la plus réelle possible. Ça a été un premier point. La prise en compte de l'expression de sa volonté, et ça c'est un point que je vais traiter ensuite, qui est évidemment majeur dans le sujet de la fin de vie. L'expression de la volonté, la prise en compte de la volonté de la personne, point majeur. L'accès direct au dossier du patient. On peut maintenant demander son dossier à l'équipe, c'est encadré, c'est régulé, ça doit être fait. Même s'il y a encore quelques difficultés, mais le principe existe.
Ensuite, bien sûr, affirmation du principe du secret médical. Aucune donnée médicale ne doit être révélée. Et puis, un autre pan que je n'évoquerai pas beaucoup parce que ce n'est pas notre sujet, mais toute la réparation d'un risque sanitaire a été encadrée par ce texte de 2002. C'est-à-dire la réparation lorsqu'il y a un accident thérapeutique. On a créé des instances de médiation, de conciliation, et il est évident que depuis 20 ans, c'est quand même quelque chose qui marche beaucoup mieux. Donc voilà, texte du 4 mars 2002 qui est notre point de départ de tout ce qui s'est produit ensuite. Alors, il faut savoir que là, je suis en 2002, et peut-être vous souvenez-vous qu'en l'année 2000, il y a eu une affaire qui a été très médiatisée, qui est l'affaire d'un jeune patient, Vincent Humbert. Et je cite le nom parce que ça a été tellement médiatisé que tout cela est connu et archi-connu. Ce jeune patient était un pompier de 19 ans qui a eu un accident automobile. Et malheureusement, il est resté dans un état épouvantable, puisqu'il était totalement paralysé, ne pouvant plus parler, et il n'avait qu'un doigt ou 2 doigts de la main pour se manifester auprès des tiers. Sa maman, Marie Humbert, était évidemment très auprès de lui. Il était hospitalisé au centre Héliomarien de Berck, et il est resté là 1 an, 2 ans. Bon. Et il a manifesté sa volonté d'arrêter. Il ne voulait plus vivre. Il pouvait continuer à vivre. Mais dans un état... il n'était pas dans le coma. Il pouvait exprimer sa volonté. Il ne voulait plus vivre. Alors, il a écrit, par l'intermédiaire de sa maman, au président de la République, c'était Jacques Chirac à l'époque, et évidemment, le président a pris en compte cette demande, et puis Marie Humbert avait médiatisé l'affaire également. Le président lui a répondu en lui disant qu'il ne pouvait pas ordonner l'arrêt de tout traitement qui provoquerait la fin de vie. Ça n'était pas possible. Et la maman s'est procuré, on peut le faire auprès de certaines associations, s'est procuré le produit létal nécessaire pour arrêter la vie de son fils. Elle lui a administré. Cet enfant, enfin ce jeune homme, est tombé dans le coma, il n'est pas décédé tout de suite, il est resté à Berck, et quelques semaines ou quelques mois plus tard, eh bien c'est l'équipe médicale qui a décidé d'arrêter et qui a mis fin à la vie de ce jeune pompier. Alors, des poursuites judiciaires ont été enclenchées, puisque tout ça a été très officiel, on a dit les choses. Des poursuites ont été engagées avec un juge d'instruction, et l'affaire s'est terminée par un non-lieu au motif de la contrainte. Un non-lieu, vous comprenez l'humanité, un non-lieu donc sur le plan judiciaire. Alors, cette affaire, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle a mis l'accent sur le traitement de la fin de vie dans notre pays. Jusque-là, on n'avait pas eu spécialement ce sujet qui était médiatisé. C'était la première fois. Alors, le président de la République, donc, dans les années 2003-2004, après cette affaire et après la loi de 2002 dont je vous ai parlé et qui met en valeur la volonté de la personne, a désigné un député, Jean Leonetti, qui est un médecin cardiologue à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il était à la fois médecin et député. Et il a chargé Jean Leonetti de mettre en place une commission à l'Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, pour réfléchir à la question de la fin de vie. Alors, ça a été un travail, évidemment, avec beaucoup d'auditions, très important, et tout cela a abouti à la première loi sur la fin de vie française, qui est ce que l'on appelle la loi Leonetti. Elle est de février 2005. Vous voyez, on continue donc dans l'évolution. Février 2005. Alors, c'est un texte, c'est comme 2002, c'est vraiment un texte fondateur. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Tout d'abord, le texte, et c'est vraiment les dispositions actuelles qui devraient être appliquées dans notre pays, rejet de toute obstination déraisonnable dans les soins. Quand manifestement le bénéfice-risque entre des soins proposés et le bénéfice que l'on en retire, on peut vraiment douter de ce bénéfice et il est même moins important que le risque, eh bien, ou le risque ou le dommage que cela peut provoquer, donc on écarte ces soins. Obstination déraisonnable à écarter. Acharnement thérapeutique à écarter. C'est un principe. C'est vraiment un principe législatif à l'heure actuelle dans notre pays. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point qu'a acté la loi, c'est ce qu'on appelle le double effet. C'est-à-dire qu'on a reconnu officiellement qu'on pouvait administrer certains médicaments qui allaient soulager évidemment certaines souffrances, mais qui en même temps allaient accélérer la fin de vie. On pense essentiellement à la morphine, hein, c'est ce que je peux vous citer comme exemple n'étant pas médecin. Donc ce qu'on appelle le double effet a été acté. Hein. Les médecins peuvent maintenant, sans aucun risque pour eux, ordonner un tel traitement dont on sait pertinemment pour la morphine qu'il va soulager une souffrance très importante, mais que manifestement il va obscurcir la lucidité de la personne et puis provoquer plus rapidement la fin de vie. Donc le double effet, ça c'est un second point. Et puis le troisième point, qui est important également et qui est quand même très mal connu, on a mis en place dans notre pays ce qu'on appelle la possibilité de rédiger des directives anticipées. Les directives anticipées, c'est la possibilité pour tout citoyen, toute personne, d'écrire ce qu'elle souhaite pour sa fin de vie. C'est-à-dire essentiellement pas d'acharnement thérapeutique, si je suis dans telle situation, je ne veux pas qu'on s'obstine, je ne veux pas apparaître complètement avec une déchéance physique, voilà. Les directives anticipées, donc on les a introduites dans notre dispositif sanitaire en 2005 par ce texte dont je vous parle. Alors il faut savoir que ce texte, c'est quand même, surtout quand on voit la situation actuelle, il a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'unanimité, tous partis politiques confondus. Je le signale parce que ça vous montre quand même, ça montre la qualité du texte. Alors là on est en 2005, et finalement, vous voyez, satisfaction de tout le monde. Hein. Après cette loi qui actait vraiment, on pensait que ça pouvait résoudre des situations de fin de vie extrêmement difficiles. Et puis, bien entendu, cette loi promouvait également ce que l'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire les soins palliatifs, c'est tous les soins permettant d'atténuer à la fois la douleur physique, la douleur psychique d'une fin de vie, l'angoisse de la personne vis-à-vis de la mort qu'on a tous, hein, il faut bien le reconnaître quand même. Donc voilà ce texte voté à l'unanimité. Alors vont se passer ensuite 10 années. Pendant ces 10 années, que va-t-il se passer? Pas grand-chose, je dois dire, sur le plan de l'application de ce texte, mais je vais revenir dessus dans un instant. Et il va y avoir pendant ces 10 années quelques affaires très médiatisées, sur lesquelles la presse va évidemment mettre l'accent, qui vont montrer qu'il y a encore des difficultés. Alors, je cite les noms parce qu'elles ont été rapportées dans la presse, donc il n'y a aucun secret. Chantal Sébir, qui était une personne d'une 50aine d'années qui souffrait d'un cancer épouvantable de la face, mais épouvantable. Elle ne voulait pas se faire soigner, elle ne voulait pas de traitement, mais en même temps, elle demandait à mourir. Et elle demandait une fin de vie, ne voulant pas vivre ce qu'elle allait vivre du fait de cette affection. Et finalement, c'est une personne qui s'est suicidée. Donc ça a montré les difficultés de tels cas sociaux. Et puis, surtout, et ça vous en avez tous entendu parler, l'affaire Vincent Lambert, non plus Humbert, mais Lambert, le déchirement d'une famille face à une situation d'un garçon jeune qui a eu un accident de la circulation épouvantable, tombé dans le coma, et là, vivant avec des appareils respiratoires, et ne pouvant plus du tout s'exprimer, contrairement à Vincent Humbert, ne pouvant plus s'exprimer. Et là, c'est un déchirement familial entre les parents, l'épouse, etc. Et puis, il y avait beaucoup de frères et sœurs, hyper médiatisés, je dois dire, parce que la famille rapportait cela devant la presse. Et ce jeune homme n'avait pas écrit de directives anticipées, n'avait pas dit par écrit ce qu'il souhaitait, il l'avait probablement dit par oral. Alors, là, c'est la justice qui a été saisie. La justice, tous azimuts en France, hein. Justice civile, justice pénale, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée. On a presque eu, dans l'affaire Lambert, on a presque eu 10 ans de procédure avant que cela malheureusement se termine dans des conditions extrêmement difficiles sur le plan de la famille. Alors finalement, l'équipe médicale a décidé d'arrêter, arrêt donc du traitement, la famille s'y est opposée, une partie de la famille s'y est opposée, etc. Mais finalement, à la suite de décisions de justice, on a décidé d'arrêter tout traitement et Vincent Lambert est décédé dans le calme et dans l'apaisement. Alors, cette affaire Lambert,
Vous voyez les années, hein, on a passé quasiment 10 ans après la loi de 2005. On arrive aux années 2013-2014 avec ces affaires médiatisées. Et là, le président de la République, c'était François Hollande à l'époque, a à nouveau chargé à la fois Jean Leonetti, député de droite, et André Claes, député de gauche, de faire le bilan de l'application de la première loi Leonetti de 2005. Et ce bilan a montré que manifestement, cet ensemble donc n'était pas suffisamment appliqué, et un second texte a été voté en 2016. Alors la seconde loi de 2016, donc, elle est importante évidemment parce qu'elle ajoute aux premières dispositions. Alors qu'ajoute-t-elle? 2 points essentiellement. Les directives anticipées s'imposent au corps médical. Quand elles ont été écrites, il faut les respecter. Elles s'imposent au corps médical. Et deuxième point très important également, on a acté une pratique qui se faisait dans la vie médicale, mais qu'on ne disait pas, ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, c'est-à-dire une anesthésie finalement jusqu'à la fin. Mais attention, lorsque le pronostic vital est à court terme, c'est-à-dire lorsque le décès va arriver dans les jours qui viennent, hein, 10, 15 jours, 20 jours, pas plus. Donc ça, c'est un second texte de 2016, seconde loi Leonetti et Claes, et c'est là-dessus que l'on travaille à l'heure actuelle. Hein. Quand on en parle, les lois, vous voyez, la première loi Leonetti de 2005, 2016, seconde loi Leonetti et Claes, et voilà un ensemble de mesures que je vous ai expliquées, dont nous disposons à ce jour. Alors, c'est un ensemble de mesures qui, dans les textes, paraît parfait. C'est un ensemble qui a été qualifié par un médecin récemment de trésor national. Vous voyez, sur le papier, c'est vraiment un ensemble qui est cohérent, qui est équilibré, qui est bien, qui respecte la volonté de la personne, qui peut demander l'arrêt des traitements, qui, si elle souffre, permet donc avec le produit adapté, la morphine essentiellement, de soulager les souffrances tout en éventuellement accélérant un peu la fin de vie. Si la personne le demande, l'arrêt des traitements bien entendu, et la sédation profonde et continue si le pronostic vital est à court terme. Donc voilà l'ensemble de dispositions législatives dont nous disposons à ce jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on réfléchit encore aujourd'hui, on est 5 ans, 6 ans, 7 ans après la seconde loi Leonetti, pourquoi nous posons-nous encore des questions? Eh bien parce que cet ensemble, malheureusement, est très mal appliqué dans notre pays, est très mal appliqué concrètement hein, sur le terrain. C'est un dispositif qui est mal connu des professionnels, pour insuffisance de formation, hein, de toute évidence. La fin de vie dans les études médicales, bon, il y a quelques diplômes qui portent spécifiquement là-dessus, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques universités qui le traitent, mais pas toutes. Donc, mal connu des professionnels, qu'ils soient médecins, infirmiers, etc. Et puis, mal connu de la population. Le dernier bilan, qui date d'il y a 1 ou 2 ans, montre que seulement 18% de nos concitoyens ont rédigé des directives anticipées. Vous voyez, 18%. Donc c'est très peu. Donc un ensemble qui est très mal connu. Et en plus, regardez les fins de vie en EHPAD. En EHPAD, il n'y a pas de médecin qui est sur place. Il y a un médecin de ville qui passe 1 fois par semaine, etc. Une fin de vie avec une sédation profonde et continue, on ne le fait pas. À domicile, c'est le même problème. Il faut une équipe, il faut une unité de soins palliatifs volante, qui vient. Il y en a peu. Donc, on est vraiment, à ce jour, encore dans un défaut, dans une lacune d'application de ces dispositions que je vous ai expliquées. Alors pourquoi? C'est une question de volonté politique, c'est une question universitaire, de manque de formation, enfin un ensemble de considérations. Et c'est dans ce contexte-là que le président de la République actuelle a annoncé dans son programme, dès 2017 d'ailleurs, qu'il allait amener une réflexion nouvelle sur la fin de vie. Donc voilà le contexte. Alors réflexion nouvelle sur la fin de vie, notamment, et c'est le point, vraiment le point le plus, disons, essentiel, notamment pourquoi? Parce que le système actuel, sédation profonde et continue, vise le pronostic vital à court terme. Mais
Qu'en est-il lorsque le pronostic vital est à ce que l'on appelle un moyen terme, c'est-à-dire quelques mois? C'est le cas de Vincent Humbert, hein, vous voyez, qui ne voulait plus vivre. On savait pertinemment que le pronostic vital arriverait un jour, mais il n'était pas mourant dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est vraiment la question essentielle qui se pose. Alors, je vous disais au début de mon intervention, tension de valeurs éthiques. Face à cette question, faut-il aller au-delà de la loi actuelle? Vous avez face à face des valeurs éthiques opposées. D'un côté, vous avez la protection des plus vulnérables, c'est-à-dire prolonger la vie tant qu'elle existe, et surtout ne pas y mettre un terme, et être très vigilant sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées. On prolonge la vie au maximum, surtout ne pas porter atteinte. Et à l'opposé, vous avez la volonté de la personne, le respect de la volonté de la personne. Vous voyez que dans certains cas, cela peut venir s'opposer et se heurter. Voilà, donc vraiment la question qui se pose à ce jour. Alors, je vous disais que j'allais faire référence à quelques pays étrangers. Alors, ce qui est très frappant à ce jour, moi je regardais la question pour les travaux auxquels j'ai participé ces derniers mois sur le sujet de la fin de vie, c'est très frappant que notamment en Europe, quasiment tous les pays autour de nous ont mené ce type de réflexion et sont presque plus avancés que nous dans les solutions. Alors nous, on a été très pilote dès 2005, où on a parlé de la fin de vie avec le premier texte que je vous ai expliqué. Mais c'est vrai qu'aller plus loin, des pays sont allés plus rapidement, plus vite que nous. Alors, vous avez en quelque sorte dans le monde, là je regarde un peu le monde entier, deux catégories de pays. Vous avez d'abord, de manière très proche, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, c'est les trois pays qui sont à côté de nous, qui sont allés très loin depuis une vingtaine d'années et qui ont admis ce que l'on appelle l'aide active à mourir, c'est-à-dire provoquer la mort, même à moyen terme, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà trois pays qui ont une antériorité en la matière, des témoignages. Alors, les témoignages, il y a un point qui me paraît important. Il faut bien savoir, et tous les exemples étrangers le disent, par rapport à la totalité des décès, l'hypothèse dans laquelle on appliquerait une aide active à mourir, ça n'est que 1% à 4% maximum des décès. Vous voyez, hein, où on appliquerait une aide active à mourir allant au-delà de ce que l'on fait à l'heure actuelle en France. Donc, c'est quand même assez marginal. Mais ces trois pays sont les trois plus proches de nous qui sont allés plus loin. Ensuite, vous avez d'autres pays qui ont été plus loin, mais de manière plus, disons, moins large. Alors, je vais peut-être un instant, pour bien vous faire comprendre les choses, vous définir l'aide active à mourir. Qu'est-ce que l'on entend par là? On entend deux modes, en quelque sorte, d'aide active. L'euthanasie d'une part et l'assistance au suicide de l'autre. L'euthanasie d'une part, l'assistance au suicide de l'autre. Alors, l'euthanasie, qu'est-ce que c'est? C'est le soignant lui-même qui administre le produit qui va provoquer la fin de vie. Vous voyez, c'est un tiers soignant qui administre le produit qui va provoquer la fin de vie. Ça, c'est la définition de l'euthanasie. Alors en France, l'euthanasie à ce jour, elle est interdite, ça serait un homicide, et c'est prévu par le code pénal, bien entendu. Voilà la définition de l'euthanasie, un tiers, un médecin, administre le produit pour arrêter la vie. L'assistance au suicide, c'est une démarche différente, puisque nous avons un soignant qui prescrit un produit, mais c'est la personne elle-même qui se l'administre, qui l'ingère, ou alors qui l'ingère. Donc là, c'est une prescription médicale, mais ensuite, la personne qui fait le geste elle-même. Vous voyez bien que dans les deux cas, le rôle médical, le rôle du médecin n'est pas le même. Que dans le cas de l'euthanasie, on va jusqu'au bout, et ça implique énormément le corps médical, alors que l'assistance au suicide, on est plus en retrait, c'est uniquement une prescription, et c'est la personne elle-même qui l'ingère. Alors, je reviens aux pays étrangers, donc Belgique, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, trois pays qui sont allés jusqu'au bout.
et qui applique totalement l'aide active à mourir, c'est-à-dire aussi bien euthanasie que assistance au suicide. Ensuite, nous avons des pays plus modérés, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, souvent d'ailleurs avec des modifications législatives qui ont été initialisées par les juridictions, par le juge qui a demandé une modification des textes à l'occasion d'affaires dont il était saisi. Italie, donc Allemagne et Grande-Bretagne, où là, c'est uniquement l'assistance au suicide qui est en place. Alors, au-delà des mères, qu'avons-nous? Aux États-Unis, nous avons un point qui nous sert beaucoup d'exemple en France dans les réflexions actuelles, c'est l'État de l'Oregon. L'Oregon a réfléchi à la question il y a 30 ou 40 ans et a mis en place un système d'assistance au suicide, uniquement assistance au suicide, qui est pratiqué, qui est beaucoup regardé par toutes les personnes qui s'intéressent à la question, je vous le disais, et qui est intéressant, effectivement, avec une prescription médicale, et puis ensuite un accompagnement de la personne jusqu'à la fin, si cette personne décide d'absorber le produit nécessaire à sa fin de vie. L'Oregon. Et 10 États des États-Unis, depuis, ont suivi dans cette œuvre. Alors, vous avez aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui ont des législations spécifiques. Vous voyez donc qu'il y a une série de pays, quand on regarde une carte, on voit quand même qu'il y a beaucoup de pays qui sont allés plus loin que nous et qui ont maintenant des législations permettant cette aide active à mourir. Alors, en définitive, la réflexion en France que nous avons ces derniers mois, nous avons déjà des éléments forts de réflexion. Et je trouve que sur un sujet comme celui-là, c'est très important de se fonder sur des prises de position à la suite de réflexions et hors de toute affaire médiatisée, dans le calme, vous voyez, hors de toute affaire médiatisée. Alors nous avons, quels sont ces éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Vous en avez tous entendu parler. D'abord, un avis du Comité consultatif national d'éthique, ce qu'on appelle le CCNE français, qui est notre organe de réflexion éthique essentiel. Un avis donc du CCNE qui date de septembre dernier, septembre 2022. Bien entendu, la Convention citoyenne qui date de mars, février ou mars 2023, demandée donc par le gouvernement, Madame Borne a chargé la Convention citoyenne de dire s'il fallait modifier la loi actuelle. Est-ce que la loi actuelle correspond à toutes les situations? C'était sa question exacte. Ou alors est-ce qu'il faut la modifier? Et la Convention citoyenne, je vais vous en dire un mot du résultat dans juste une minute. Nous avons ensuite alors la mission Forlani. Forlani est un député de l'Assemblée nationale qui s'était déjà fait connaître sur le sujet, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui est un soignant. Et la mission parlementaire a rendu son rapport en février ou mars dernier. Après des auditions, nous avons été auditionnés au titre de l'Académie, bien entendu. Et puis, il y a quelques jours, un rapport du CESE, alors le CESE qui a piloté la Convention citoyenne, mais qui en même temps a travaillé lui-même à la question, un rapport du CESE il y a vraiment quelques jours, intitulé « Fin de vie, faut-il modifier la loi ?», et qui donc s'est prononcé également sur le sujet. Vous voyez que nous avons des points d'appui très forts à ce jour pour mener notre réflexion et mener éventuellement une réflexion sur un futur texte de loi. Alors, que disent tous ces rapports? Ce qui est frappant, c'est qu'ils vont tous dans le même sens. Il y a deux directions. Une première direction qui est essentielle, qui provoque l'unanimité et sur laquelle on ne peut pas ne pas être d'accord, améliorer les soins palliatifs, c'est-à-dire enfin appliquer ce qu'on a prévu en 2005 et 2016, améliorer les soins palliatifs, qu'il y ait des unités de soins palliatifs dans tous les départements français. À l'heure actuelle, vous avez 20 départements français qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Ça veut dire que quelquefois, vous mourrez dans la douleur. Vous avez 12% des personnes à ce jour qui meurent en hurlant, encore aujourd'hui. C'est inacceptable. Donc ça, c'est un point. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut enfin faire quelque chose. Premier point. Mais, deuxième point, alors, c'est le plus médiatisé, mais moi, ça ne me paraît pas le plus important, loin de là. C'est l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Alors, effectivement, les rapports dont je vous ai parlé vont tous dans le même sens,
et propose la légalisation de l'assistance, de l'aide active à mourir, sans se prononcer sur euthanasie et assistance au suicide ou uniquement assistance au suicide. Aucun rapport ne va jusque-là, mais se prononce sur l'aide active à mourir pour résoudre les cas limites, les cas dont je vous ai parlé, les exemples que je vous ai cités, où la fin de vie est à moyen terme, mais la personne est placée dans une telle situation de souffrance, une situation inhumaine, que l'on comprend qu'elle veuille arrêter. Et voilà, donc voilà. Alors voilà donc les points d'appui, les points de départ que nous avons à ce jour pour mener notre réflexion. Et je terminerai mes observations par évidemment les annonces de Madame Firmin-Lebaudot de la semaine dernière, où elle a accordé plusieurs interviews. Madame Firmin-Lebaudot est ministre des professions de santé. C'est elle qui va porter le sujet à l'Assemblée nationale et au Sénat après l'été, puisque le président de la République a annoncé un projet de texte pour septembre 2023, et c'est elle qui va le porter, c'est pas François Braun, le ministre de la Santé, qui n'est pas très favorable à l'évolution dont je vais vous parler. Alors ce projet de texte, que dit-il? Alors là, je me réfère quand même à quelques notes, parce que c'est tellement récent. Alors d'abord, il y aurait 3 parties sur ce projet. Il y aurait d'abord une partie droits des patients. Et sur les droits des patients, il y aurait évidemment l'insistance sur les soins palliatifs, hein, c'est évident, surtout l'insistance sur les soins palliatifs, mais il y aurait une simplification des directives anticipées, de manière à ce que tout le monde les connaisse, d'abord sache que ça existe, et puis puisse les rédiger facilement, simplement, et puis on pourrait les placer sur un lieu unique. Je ne sais pas si vous connaissez Mon Espace Santé, vous savez, quand vous avez la carte vitale, donc les directives anticipées seraient toutes placées sur Mon Espace Santé, ce qui veut dire que, par exemple, si on a un accident, que les pompiers arrivent, avec la carte, ils y auraient accès. Voilà, donc des modifications de ce type sur les droits des patients. Ça serait un premier volet de la loi, et c'est vrai que c'est très bien. Hein. Je crois que là, on peut être tous d'accord. Le deuxième volet, ça serait justement les soins palliatifs, avec enfin un effort considérable sur le sujet, il faut croiser les doigts, avec une stratégie décennale à 10 ans, et puis des annonces fortes, qu'enfin, dans tous les départements français, il y ait les unités de soins palliatifs dont je vous parlais, que cela puisse être pratiqué à domicile, dans les maisons de personnes âgées, et notamment que l'on crée au plan national une ou des unités de soins palliatifs pour les enfants, pour les mineurs atteints de maladies épouvantables et dont on sait que la fin de vie est proche, et qu'ils puissent être traités par des spécialistes valablement dans leur fin de vie. Donc ça serait le second volet soins palliatifs. Ce sont les annonces, hein, c'est très, pour l'instant c'est quand même très parcellaire. Hein. Et puis la troisième annonce, c'est l'aide active à mourir. Alors effectivement, lorsque le pronostic est engagé à moyen terme, le projet envisagerait l'ouverture de l'aide active à mourir sans se prononcer à ce jour entre euthanasie et assistance au suicide, à trancher. Les groupes de travail avec les parlementaires vont travailler sur le sujet. Avec tout un processus. Il est évident qu'on ne peut pas appliquer cette mesure n'importe quand et n'importe où. Donc avec une demande réitérée de la personne, une lucidité de la personne, des délais, un contrôle a priori et a posteriori, vous voyez, un encadrement, une régulation de la mesure, afin au maximum d'éviter toutes les dérives. Les mineurs en seraient exclus, les personnes âgées en seraient exclues, les personnes handicapées en seraient exclues, les personnes atteintes de maladies mentales en seraient exclues. Donc une série de garde-fous qui me paraissent indispensables. Donc voilà où nous en sommes. Et puis surtout, pour les garde-fous, pour les professionnels de santé, la clause de conscience, comme pour l'IVG. C'est-à-dire qu'automatiquement, un soignant qui ne veut pas pratiquer cela et s'engager dans cette mesure pourrait évoquer sa clause de conscience qui est tout à fait majeure et impérative. Alors, je crois que je vous ai expliqué l'essentiel. Nous en sommes là. Je vous parlais de tension de valeurs éthiques au début de mon intervention, c'est évident. Hein. Vous avez donc les partisans d'une telle évolution
au bénéfice de la volonté de la personne. Vous voyez la valeur éthique de l'expression de la volonté de la personne qui ne veut plus vivre, qui veut arrêter une situation très difficile. Mais d'un autre côté, vous avez des personnes qui sont tout à fait hostiles, soit pour des raisons de religion notamment, soit les professionnels de santé, tous les tenants des soins palliatifs qui soutiennent évidemment qu'avant tout, il faut des soins palliatifs, qu'on doit accompagner la personne au maximum, mais que la médecine, ça n'est pas l'arrêt de la vie. On ne tuera point, c'est évident, hein, c'est la déontologie médicale quand on prête le serment d'Hippocrate. Voilà, alors les débats ne sont pas finis. Ils vont nettement s'engager à partir de septembre, hein, puisqu'on va avoir le Parlement, etc. À quoi aboutira-t-on? J'ai du mal à vous le dire à ce jour, mais je pense quand même que, et ça sera ma conclusion, je pense que les esprits dans notre pays sont ouverts sur ce sujet-là, à l'information, à la discussion, à peut-être aller un peu plus loin qu'en 2005 et 2016, mais évidemment avec beaucoup de prudence, et puis vraiment de discussion dans tout le calme possible, ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Et ça, je pense que c'est très bien. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention sur un sujet qui est délicat et difficile. Merci beaucoup. Et on peut en débattre si vous le souhaitez. Merci infiniment, Claudine. Je crois que tu nous as mis en perspective le sujet de façon magistrale, à la fois historique, éthique, et peut-être qu'il faudra aborder le point peut-être un peu des avis des politiques, parce que je pense que peut-être y a-t-il un clivage au sein des partis politiques sur ce sujet, puisque en ce moment les clivages politiques s'électrisent. Mais je vais passer la parole à ceux qui veulent poser des questions sur ce sujet. Merci beaucoup, Claudine. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Comme vous l'avez justement dit au départ, on a tous une histoire là-dessus et évidemment, nos avis sur la question partent de cette histoire. Mon histoire à moi, c'est que mes deux parents, personnes très âgées, ils ont plus de 80 ans, se sont suicidés volontairement, dans une solitude absolue parce qu'ils n'avaient pas d'aide assistée parce qu'on n'est pas en Suisse en gros, et qu'il a fallu qu'ils bricolent et dans des conditions un peu sordides. Alors, ils étaient âgés. L'un devenait aveugle, l'autre devenait dément, et donc ils n'arrivaient pas à envisager comme personne comment ils pouvaient continuer à vivre. Cela dit, ils rentraient dans aucune case. Et ce que j'entends de ce que vous venez de nous dire me montre que ce que j'appelle, moi, un scandale humain par rapport aux droits humains et qui dure depuis bien longtemps en France, va continuer, puisqu'on a l'air de dire que les personnes âgées sont exclues. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez cité beaucoup d'exemples, sauf la Suisse. La Suisse, où depuis très longtemps, qui n'est pas un pays particulièrement audacieux dans nos images mentales, où depuis très longtemps, on a l'assistance au suicide, c'est-à-dire qu'ils ont sorti ça de l'approche médicale, et ils ont dit, finalement, pour une personne, le choix le plus important quand même, un des choix les plus importants, c'est de préparer sa mort, vous l'avez très justement dit en introduction. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider chaque personne au mieux à faire face à cette question? Et donc, ils ont dit, on met en place une assistance au suicide avec deux conditions majeures, mais qui sont extrêmement simples. La première, c'est que la personne soit lucide. Donc on oublie tous les autres cas qui sont très importants, mais on les laisse de côté. Donc la personne est lucide et la personne qui l'aide n'a aucun conflit d'intérêt avec elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas un parent, elle n'est pas quelqu'un évidemment qui va hériter d'elle ou quoi que ce soit. Et avec ces deux conditions, ils ont réussi à bâtir un consensus total en Suisse. Ils font fonctionner ça dans la douceur depuis très longtemps. Et ça concerne, comme vous l'avez dit aussi justement, 3% seulement des décès en Suisse. Mais regardons-nous ici, il y a quelques jeunes, il y a quand même pas mal de gens qui, comme moi, sont âgés. Et donc le fait que ça ne soit que 3% ne veut pas dire que ça ne bénéficie qu'à 3%. Parce que savoir que j'ai cette possibilité peut changer complètement ma vie, même si je n'y ai pas recours finalement.
Et donc ce qu'il faut bien comprendre avant de se dire, eh bien on va encore laisser passer cette fois en oubliant l'exemple suisse, c'est se dire, on ne travaille pas simplement pour 3% des gens qui resteraient à la porte du dispositif, c'est chacun d'entre nous qui récupère son droit fondamental d'être humain de choisir sa mort. Et il n'y a que les dictatures qui interdisent les suicides, mais il y a une manière tartuffe d'interdire le suicide, c'est d'interdire le geste d'aide au suicide. Oui, alors merci de votre intervention. D'abord, je dirais simplement sur la situation de vos parents que ça montre bien que l'accompagnement en situation de fin de vie, l'absence de solitude, c'est vraiment essentiel, hein. On ne devrait pas être seul, on devrait être accompagné, que ce soit par de la famille, des proches, des soignants, mais ça c'est fondamental, hein. Ils n'étaient pas seuls. Alors, ils n'étaient pas seuls. C'était des gens CSP++, avec de la famille, avec des enfants, qui voyaient tous les jours. Donc on n'est pas du tout dans un problème de solitude comme cette malheureuse qui vient de mourir seule et on s'en est aperçu 3 ans après. Donc on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans le cas du légume. On est dans le cas de personnes très âgées. Les questions de démence montent, on le sait tous, hein, on est tous guettés par la démence sénile ou par l'Alzheimer. Et donc on peut parfaitement vouloir faire le choix de dire « Eh ben non, j'en ai pas envie ». Donc ce n'est pas uniquement la souffrance abominable et la cocaïne, ou la morphine ou je ne sais pas quoi qui est en cause. C'est le choix de sa mort, même très, très entouré. Alors ensuite, la Suisse. La Suisse est un pays sur ce plan-là dont l'exemple est extrêmement intéressant. Il faut savoir qu'en Suisse, on réfléchit sur la question du suicide depuis un siècle. Ce n'est pas comme notre pays où c'est quand même un sujet relativement récent, hein. En Suisse, donc, le suicide est un sujet de réflexion ancien sur lequel il y a eu toute une évolution. L'assistance au suicide dans la législation suisse n'est pas spécifiquement prévue, mais il est simplement dit que le suicide est réprimé s'il y a un motif égoïste de la part de l'entourage, c'est-à-dire si on aide au suicide pour un motif d'intérêt personnel. Voilà, c'est la seule indication dans les textes. Alors effectivement, c'est mis en place en Suisse un mécanisme, nous l'avons beaucoup étudié au sein de l'Académie de médecine et nous avons vraiment reçu des spécialistes suisses pour les écouter. Alors ce sont des associations qui gèrent effectivement des lieux où certaines personnes peuvent se rendre. Elles disposent de la prescription d'un produit létal et elles se rendent donc dans ces lieux en étant lucides. Effectivement, on vérifie le discernement et la lucidité pour, dans le calme et entourés évidemment par leurs proches, pour mettre fin à leur vie. Alors, je vous cite par rapport à ce que vous avez dit, un élément qui est très intéressant aussi, qui est l'exemple de l'Oregon et que l'on prend souvent en compte dans nos réflexions. En Oregon, il y a des études qui sont sorties montrant que lorsque le produit létal est prescrit, il y a seulement 30% des personnes qui l'absorbent. Ce qui veut dire que la prescription en elle-même est un élément rassurant, vous voyez. La personne sait que si elle veut mettre fin à sa vie, elle dispose du produit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va l'absorber. Elle a la liberté de le faire. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est un élément qui doit compter beaucoup dans l'évolution qu'éventuellement nous connaîtrons en France. Mais savoir que l'on peut disposer de cette liberté-là, elle paraît très importante. Donc voilà ce que je peux dire sur l'exemple suisse, qui est effectivement un exemple ancien, intéressant et à prendre en compte, bien entendu. Ce qui n'est pas acceptable à ce jour dans notre pays, c'est que des personnes soient obligées de partir en Suisse. Ça coûte cher, c'est évident. C'est à peu près évalué à entre 10, 15 000 et 20 000 euros. Ça coûte cher lorsque l'on veut vraiment mettre fin à ça. Il y a eu de très beaux films d'ailleurs sur ce sujet-là, tout à fait intéressants, sur la Suisse. On va peut-être passer aux autres questions. Oui, Isabelle Gauthier, je suis pédopsychiatre et psychanalyste, et il y a longtemps que je me préoccupe effectivement de la question. Je voulais vous demander si on avait enfin éclairci l'idée de douleur morale. Vous nous avez dit qu'effectivement on avait exclu les patients, oui, mais
c'est une vraie question, parce que qu'est-ce que la douleur morale? Absolument. Ça n'est pas défini. Oui. C'est une première chose. Et puis on a exclu aussi, dites-vous, les enfants. Or, il y a quand même des enfants qui sont de plus en plus atteints de cancer, et en particulier avec des douleurs absolument intolérables et un pronostic catastrophique. J'ai suivi un enfant qui avait un neuroblastome. Il a une conscience très très aiguë de ce qui se passe dans son corps et de ce qui va arriver. Donc ces sujets-là, sur la souffrance physique et la douleur morale, restent des sujets entiers qui, sur le plan médical, ne sont pas vraiment travaillés, à mon sens. Oui. Vous avez raison, hein, ce sont les sujets les plus difficiles qui soient. C'est-à-dire, finalement, si nous évoluons dans notre pays, comment encadrer, vous voyez, jusqu'où faut-il aller? Je vous ai parlé de garde-fous. On est obligé, on va en mettre, hein, si on évolue, on va en mettre, c'est évident. Mais par exemple, en Oregon, les mineurs sont exclus. Alors, les mineurs sont exclus de l'assistance au suicide. Mais par contre, ce qu'il faut dans notre pays, c'est des unités de soins palliatifs spécialisées en matière d'enfants. Et ça, nous ne les avons pas. On les a peut-être un ou deux, mais je ne connais pas exactement. Mais nous ne les avons pas en termes de principe. Donc ça, c'est essentiel. Hein. Les soins palliatifs pour les mineurs, c'est essentiel. La douleur morale, c'est extrêmement difficile aussi. Parce que, je vous ai dit, effectivement, on exclut tout ce qui est maladie mentale. Les psychiatres le demandent, hein, on exclut maladie mentale, étant donné que dans les affections psychiatriques, il y a des demandes de fin de vie. Donc, alors pour l'instant, tel que c'est présenté, on exclurait toutes les maladies mentales. Mais à débattre, hein, bien entendu. Mais vous touchez là les points essentiels, jusqu'où faut-il aller? Qu'est-ce qu'il faut écarter? Moi, je pense, mais c'est mon opinion personnelle, que dans un premier temps, si on va dans cette voie-là de l'assistance au suicide, on bordera très strictement. On n'ira pas loin, vous voyez. Mais après, il faut surtout éviter les dérives aussi, faire très attention. Il y a eu notamment aux Pays-Bas des témoignages d'un certain médecin qui est venu d'ailleurs s'exprimer en France, et on a lu les interviews, les témoignages dans les journaux, où il a dénoncé certaines dérives, notamment en psychiatrie. Pays-Bas, oui, certaines dérives où on a autorisé une assistance au suicide d'une jeune femme qui était atteinte d'une maladie psychiatrique, et on lui a prescrit le produit nécessaire. Bon. On peut pas, enfin, à mon avis, dans notre pays, dans un premier temps, on fera très attention à ces situations-là. Très attention à ces situations-là. Mais c'est les points les plus difficiles qui soient. C'est une question de béotienne, mais vous avez parlé de maladies mentales, vous faites rentrer dedans les maladies neurodégénératives. Non, alors les maladies enfin, je ne suis pas médecin, hein. Les maladies neurodégénératives, c'est l'enfermement dans son corps. C'est la maladie de Charcot, hein. Manifestement. Vous voyez, progressivement, la personne est enfermée dans son corps. C'est pertinemment qu'il n'y a pas... C'est Parkinson, Alzheimer aussi, tout bêtement, j'allais dire. Alors, il y a Alzheimer aussi, mais qui n'est pas... Alzheimer, c'est la perte de conscience, perte de lucidité. Alors, je vous donne l'exemple du Canada, parce que ça vous montre bien les difficultés. Au Canada, on commence maintenant... parce qu'il existe une loi au Canada sur l'assistance au suicide depuis un certain temps. On commence à réfléchir à l'application aux malades de la maladie d'Alzheimer qui sont en début d'évolution et qui disent expressément qu'ils voudront mettre fin à leur situation dans quelque temps lorsqu'ils ne seront plus lucides. Vous voyez ? Alors, bon, également, c'est une grande question pour notre pays, parce qu'on sait que la maladie d'Alzheimer atteint quand même beaucoup de personnes, et quelles mesures faudra-t-il prendre? On pourra avoir des directives anticipées qui indiqueront clairement qu'on ne veut pas continuer. Alors, que fera-t-on? Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions-là, hein, je n'ai pas les réponses, mais c'est des sujets de débat, et ce sont des débats difficiles. Oui, Jean-François David, je suis un béotien dans ce domaine. Vous avez évoqué le déficit de communication d'une certaine façon, le manque le faible nombre de directives anticipées, etc. Ouais. La France semble se doter d'un ensemble législatif qui va être de plus en plus puissant, mais il y a néanmoins un déficit complet de communication par rapport au grand public, et ça n'apparaît que lorsqu'il y a des cas médiatisés, etc. Et c'est enrobé du fait que la France étant un pays de plus en plus multiculturel, mixte, etc., c'est mélangé avec des histoires d'idéologies religieuses diverses et variées, catholiques, protestants, islam, j'en passe et des meilleurs. Comment, quelle
quel mode de communication peut-on préconiser pour avoir une chance que ça passe à l'acte et que ça soit pas simplement un ensemble législatif, mais finalement que personne ne connaît et que personne n'applique. Absolument. Alors ça, c'est une vraie question aussi, mais j'ai envie de dire qu'elle est quand même plus facile à résoudre que les questions qu'on a évoquées précédemment. Parce qu'il faut des campagnes de communication vis-à-vis du grand public qui soient importantes. Je prends l'exemple, c'est toujours l'exemple que je prends. Je prends l'exemple des dons d'organes. Vous savez, les dons d'organes. Les dons d'organes, regardez, vous pouvez porter une carte sur vous. Dans les pharmacies, vous avez des petits formulaires qui sont distribués. Dans les cabinets des médecins généralistes, vous avez des petits formulaires, vous pouvez vous donner vos organes, on vous explique. On pourrait faire la même chose en matière de directives anticipées. Alors, on a en France un centre qui s'appelle le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. C'est un centre officiel. Il existe depuis une dizaine d'années. Il a mené 2 campagnes d'information sur les directives anticipées. Notamment, il y a eu, ça devait être en 98, dans les journaux, une page entière venant de ce centre, sur les directives anticipées. Voilà des méthodes, si vous voulez, qu'on peut quand même appliquer et on peut informer la population sur les droits des patients, demander l'arrêt des traitements, etc. Ça existe. Les droits des patients, la rédaction des directives anticipées, des choses de base. Et ça, c'est facile à faire. C'est une question de moyens et de volonté politique. Jusqu'à présent, c'est vrai que nos pouvoirs publics ne l'ont pas fait. Mais à mon avis, ça va changer. Là, vraiment, c'est quand même un sujet dont on parle depuis 6 mois, la fin de vie, on en parle, enfin il me semble, hein, on en parle. On n'aurait pas tenu cette manifestation sur ce sujet il y a 1 an ou 2, on n'en parlait pas. Maintenant, moi j'en ai beaucoup des conférences de ce type, hein, et mes amis de l'Académie de médecine en font énormément aussi. Donc c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et je pense qu'à partir du moment où le projet de texte va être public dans les journaux et débattu à l'Assemblée, j'espère qu'on va en parler de plus en plus. Donc, moi, je suis assez optimiste sur l'amélioration des soins palliatifs, l'information du public, la formation des professionnels. La formation des professionnels, beaucoup de médecins vous disent que dans leurs études, ils n'ont jamais entendu parler de la fin de vie et de la douleur physique, vous voyez, traiter la douleur physique. Bon, ça, c'est pas acceptable. Dans toutes les universités françaises, médecine, vous devriez avoir ce type de diplôme. Ça, c'est des questions matérielles, avec des moyens et de la volonté politique qui sont solubles, plus que ce que vous évoquez, madame, parce que c'est plus difficile. Je voulais juste signaler en termes d'information du public que récemment, c'est un cas très personnel, pour une opération tout à fait bénigne, j'ai eu droit, voulez-vous remplir vos directives? Et alors là, les directives anticipées, c'est le truc, je comprends qu'on veuille les simplifier un petit peu, c'est compliqué. Parce que c'est juste hallucinant, quoi. Alors vous êtes en maladie grave, oui, machin. Donc en gros, j'ai renoncé, évidemment, je compte bien sûr le faire, hein, parce que ça semble effectivement essentiel, mais il y a des moyens donc d'éveiller les gens, notamment on se fait opérer de n'importe quoi et on a droit à vous avez rédigé vos directives anticipées. Alors ça marche bien, hein, ça a marché pour moi, ça a fonctionné pour moi. Oui, mais je une remarque, puis on vous donne la parole, mais je vous fais une remarque, ça n'est pas au moment de l'intervention chirurgicale qu'on doit vous proposer les directives anticipées. Moi, je l'apprenais à mes étudiants, réfléchissez, elles avaient 20 ans, 22 ans, réfléchissez, regardez ce que c'est, vous voyez, c'est quand on est finalement en forme qu'on doit réfléchir à ces questions-là. Mais c'est déjà mieux que rien. Et puis, oui, c'est mieux que rien, mais c'est quand même un peu répulsif de vous dire, on va vous opérer, alors rédigez vos directives anticipées. Moi, franchement, j'ai pas très envie, hein. Donc, vous voyez. Ou alors, quand vous rentrez dans une maison de personnes âgées, vous êtes une personne âgée, vous rentrez en EHPAD, allez, on vous fait rédiger vos directives anticipées. Bon, je trouve que c'est quand même pas très engageant. Hein. Oui. Bonjour. Je suis avocat moi-même. Hein. Oui. Et je suis très rétif à l'irruption de la loi dans ce qui concerne la vie. Je trouve que, je trouve que ça va très très mal ensemble. Je prends l'exemple de la loi Veil sur l'avortement. On peut être pour, on peut être contre. Elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire, elle n'est pas appliquée. Quand je dis elle n'est pas appliquée, je ne dis pas les femmes ne peuvent pas avorter. Elles ne sont pas en train d'avorter en appliquant les dispositions de la loi Veil qui ne s'appliquent qu'à des cas de détresse, de ceci, de cela, etc. Ce n'est pas comme ça que la loi Veil s'applique aujourd'hui. J'ai une amie, avocate aussi, qui vit à Luxembourg, dont le père est à Luxembourg, qui est très malade, quasiment infirme, pas mourant,
et on leur a proposé à plusieurs reprises de mettre fin à sa vie. Il a dit non. Elle a dit non. Ça n'a pas empêché de reproposer. C'est un peu violent. Oui. C'est un peu violent. Et on a lu concernant le Canada, il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait eu un rapport qui indiquait que grâce aux fameux 3% dont on parle, on avait réalisé, du point de vue de l'assurance maladie, quelques centaines de millions de dollars d'économies. Donc, c'est un peu soleil vert. Et sur le rôle de, je répondrai uniquement là-dessus, sur le rôle de la loi sur des sujets aussi difficiles. Moi, je suis la première convaincue que la loi ne règle rien, vous voyez, et que c'est le comportement humain, c'est ce que je vous ai dit au début, la solidarité, la main tendue qui compte, c'est l'accompagnement, c'est ça qui compte, bien avant la loi. Cela étant, comment faire... Prenez la loi de 2002 sur les droits des malades, que je vous ai citée. Elle a quand même elle n'a posé les grands principes, elle ne rentre pas dans les détails, mais elle a quand même posé des principes qui ont fait évoluer la pratique médicale, dans l'information délivrée, dans la prise en compte de la volonté de la personne, dans l'accès au dossier. Vous voyez, depuis 20 ans, la pratique médicale a quand même beaucoup évolué sur ces sujets-là. Donc les principes énoncés par des textes officiels, c'est quand même important. Mais évidemment, ça ne rentre pas dans les détails, ça ne résout pas tout, loin de là. Après, c'est le comportement humain, c'est la pratique médicale, c'est la pratique de chacun. On ne peut pas régler par la loi la déficience des individus. Je reprends la parole, excusez-moi. En Belgique, je crois que l'euthanasie est autorisée depuis une vingtaine d'années. Absolument. J'ai lu quelques statistiques il y a 3 ou 4 ans qui étaient assez effrayantes. Vous parliez de solitude. Qui était le plus euthanasié statistiquement, c'était les femmes isolées, psychologiquement fragiles, démunies. Voilà. Donc, c'est vraiment inquiétant. Oui. Ce qui veut dire que si vous voulez, les garde-fous que l'on mettrait, je parle au conditionnel, hein, si on évolue sur ce plan, il faut qu'ils soient vraiment très rigoureux, avec une évaluation du discernement. Alors, notamment la personne qui manifeste cette volonté, je crois qu'il faut avant tout vérifier qu'elle a pu être accompagnée, vous voyez, qu'elle a pu notamment bénéficier de soins palliatifs, et que c'est en toute connaissance de cause, en étant lucide, en ayant bénéficié de cet accompagnement palliatif, qu'elle veut arrêter et mettre fin à sa situation. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur ce plan-là. Et que justement les quelques dérives, il n'y en a pas beaucoup des dérives dans les pays étrangers, mais on en constate quelques-unes. Et les quelques dérives, ça doit nous alerter et nous faire très attention. Justement, moi, ces statistiques m'ont fait froid dans le dos, et je me suis demandé si, en Belgique, on évaluait les médecins, puisque ce sont quand même des médecins qui prescrivaient, si on évaluait la psychologie des médecins qui se transformaient quand même en opérateur des hautes œuvres. Alors, je ne connais pas exactement le système belge, si ce n'est les grandes généralités, mais vous avez toujours, dans les pays qui ont accepté l'aide active à mourir, des déclarations obligatoires à la suite de l'intervention pour que vous ayez une instance nationale ou régionale qui vraiment évalue, vous voyez. C'est de là qu'on tire quelques statistiques, bien entendu. Alors nous, et notamment en Oregon, on pense davantage, et c'est l'annonce de la ministre qui a eu lieu, qu'il y ait une commission a priori et puis une évolution a posteriori. C'est-à-dire que vraiment le pluridisciplinaire en la matière, en amont et postérieur, paraît très important. L'aspect pluridisciplinaire de l'évaluation de la volonté de la personne. L'évaluation, ça marche du médecin lui-même. Oui, alors vous parliez de l'évaluation du médecin lui-même. Oui. Oui. Je recommence. Oui, tout à fait. La question que je me posais, c'était quand on choisit effectivement d'euthanasier quelqu'un de façon répétitive, enfin, en faire presque un métier, ça demande quand même à être évalué. Parce qu'en Belgique, ça s'est un peu passé comme ça quand même. Hein. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra certainement être très attentif. C'est vrai qu'en France, on n'a pas tellement de critères d'évaluation de la pratique de chaque professionnel libéral.
Quand c'est en établissement de santé, on a tout de même des certifications qui font que c'est un peu plus évalué. Mais en libéral, pour l'instant, c'est quand même très mineur, hein, si ce n'est pas pratiqué du tout. Donc, il faudra faire très attention. Bonjour. Merci pour votre exposé. Vous parlez des dérives, justement. Quelles sont les dérives, les quelques dérives qu'on a constatées dans les pays étrangers qui pourraient nous servir de base de réflexion en France? Oh ben, on a l'exemple des Pays-Bas avec la psychiatrie. Hein. Je crois que c'est l'exemple essentiel. Je crois que c'est l'exemple essentiel. Comment... C'est quoi justement cet exemple? Ah ben, si vous voulez, les maladies psychiatriques, certaines sont de nature évidemment à affecter le discernement et certaines entraînent des demandes de fin de vie, des demandes de suicide, etc. Donc probablement on ne peut pas donner suite à toutes les demandes de ce type et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. C'est la raison pour laquelle en France, dans nos réflexions, on envisage d'exclure les personnes atteintes de maladies mentales. C'est le point probablement le plus... Bonjour. Moi j'ai une question sur la personne qui est amenée à faire cet acte. Par défaut, on pense tous au médecin. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si même si le médecin était associé à la réflexion, ça ne serait pas un médecin qui ferait l'acte? Parce que pourquoi les médecins, pourquoi d'office on pense aux médecins pour effectuer cet acte, mais pourquoi leur demander ça? Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on a au moins réfléchi à une autre façon de faire? Alors c'est intéressant, c'est vraiment la distinction entre euthanasie et assistance au suicide. L'euthanasie, c'est donc le médecin qui provoque la mort, qui injecte le produit. Hein. Ça c'est l'euthanasie, c'est un professionnel de santé qui provoque la mort. Alors vous avez deux éléments pour écarter l'euthanasie. Le premier, c'est contraire à la pratique médicale. La pratique médicale, c'est tu ne tueras point. Donner la mort pour un médecin, c'est totalement contraire à votre pratique. Le deuxième qui me paraît intéressant également, et ça a été l'élément retenu dans l'Oregon pour écarter l'euthanasie, c'est le fait que dans l'euthanasie, la personne elle-même, à un certain moment, perd sa liberté. Vous voyez, quand le processus a commencé, c'est un tiers qui injecte le produit. Donc, on ne peut plus arrêter. Alors que dans l'assistance au suicide, on a l'impression que jusqu'au bout, on peut décider de ne pas. Et c'est les statistiques de l'Oregon, où vous avez un tiers des personnes qui ne prennent pas le produit, qui l'ont mais qui ne le prennent pas. C'est vrai que là, elles peuvent choisir entièrement enfin, elles maîtrisent leur décision jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est un élément important. Hein. Et donc, c'est pour ces deux motifs que l'euthanasie, bien souvent, est écartée. L'euthanasie est écartée par certains pays pour ces deux motifs. Contraire à la pratique médicale, d'une part, et d'autre part, la liberté de la personne jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. Oui, désolé de revenir. Oui. Juste un mot, il me semble que vous avez dit au départ qu'on laissait ouvert pour l'instant la question, justement, euthanasie ou droit au suicide. Et il me semble que si on veut arriver à se réconcilier, il est extrêmement important de distinguer les deux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deux, mais ça veut dire que les garde-fous et les craintes de dispositifs juridiques trop complexes qui ont été indiqués tout à l'heure ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas. L'euthanasie a donné des dérives absolument abominables dans l'histoire. Et donc c'est vrai qu'elle nous serre le cœur et qu'on sent bien qu'il faut que ce soit compliqué. L'aide au suicide, c'est quelque chose qui est complètement différent. Ça peut occuper une ligne, comme en Suisse, dans le code pénal. Et c'est simplement après de se dire, et ça revient exactement à ce que vous disiez, ça revient à déplacer la charge du médical à des spécialistes associatifs, non-profit, désintéressés, qui sont peu nombreux en Suisse, et donc sur lesquels on peut évidemment, la collectivité peut jeter un regard sur leurs pratiques. Et on a un exemple long en Suisse qui montre qu'à partir du moment où on a ces deux principes de dire il n'y a pas d'intérêt à agir de celui qui conseille, qui serait intéressé à ce que la personne se suicide, et la personne qui souhaite bénéficier de l'aide a sa conscience, avec ces deux règles, j'aurais tendance à dire toutes bêtes, il n'y a pas de dérive. Alors, l'euthanasie, enfin, c'est mon opinion personnelle, mais je n'imagine pas qu'en France, on puisse retenir l'euthanasie. Parce qu'on a un tel passé, si vous voulez, ça évoque tellement d'horreur
que, a priori, ça ne me paraît pas possible. Voilà, moi, vraiment, c'est ce que je pense. Mais pour l'instant, rien n'est arrêté, rien n'est tranché, on est au début de la réflexion. Je vous fais remarquer quand même, et c'est assez frappant, que les instances qui se sont prononcées sur les que je vous ai expliquées, CCNE, Convention citoyenne, CESE, autant se sont prononcées sur le principe de l'aide active à mourir, mais ne sont pas allées jusqu'à traiter ce choix, entre guillemets, entre euthanasie et assistance au suicide. Parce que la réflexion est difficile, elle est déjà allée très loin, elle a déjà été remarquable, donc ne sont pas allés jusque-là. Mais il est évident que dans les mois qui viennent, il faudra la faire, cette réflexion. Et moi, ma position personnelle est que je n'imagine pas qu'on puisse, en France, retenir l'euthanasie. Après, l'assistance au suicide, il faut l'encadrer, il faut le réguler, enfin tout ce qu'on a dit, bien sûr. On va prendre une dernière question. Oui, alors dernière question. Oui, en fait, je vous remercie. C'est une remarque par rapport aux remarques précédentes, le fait peut-être de décaler par rapport à la charge qui est mise sur les médecins. Et par rapport à ça, la question que je me posais, c'était de savoir s'il n'y avait pas aussi une réflexion à mener ou un encadrement par rapport au rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il me semble important de pouvoir, auprès des personnes, de pouvoir discuter de ce rapport à la mort. Or, il y a un certain tabou là-dessus. Et est-ce que c'est le médecin qui va le faire ou est-ce que ce sont des personnes spécialisées, plus dans le domaine de la psychologie, qui seraient amenées à intervenir et à peut-être apaiser ce rapport, peut-être? Je trouve que c'est une réflexion tout à fait intéressante et ça sera notre belle dernière question. Effectivement, je trouve que c'est presque de l'éducation civique. On devrait être habitué en tant que citoyen à penser à notre fin de vie, à y réfléchir. Et vous voyez, quand on a été interrogé à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps par le député qui faisait la mission d'évaluation de la loi Leonetti, et il nous demandait qu'est-ce que vous pensez des directives anticipées. Et moi je dis toujours, il faut surtout les garder, parce que les directives anticipées, quand vous commencez à y réfléchir, c'est finalement la porte d'entrée dans une réflexion sur la fin de vie. Vous n'êtes pas obligé de les rédiger, les directives anticipées, mais au moins savoir que ça existe, ça vous oblige à penser au sujet, et c'est un peu un début de réflexion de chacun de nous sur la mort, le décès. Et je conclurai tout cela, moi je trouve que c'est un débat très intéressant que nous avons eu. Moi je trouve majeur qu'on ait chaque citoyen a un droit à bien mourir. Vous voyez, c'est majeur. En matière de naissance, on a fait des progrès formidables pour les maternités. On devrait faire les mêmes progrès pour la fin de vie. On devrait tous mourir dans des bonnes conditions, dans le calme, sans souffrance et en étant accompagnés. Voilà, on s'arrête là. Voilà, merci beaucoup.